Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais remercier infiniment les organisateurs de ce symposium de m'avoir invité. C'est ma première visite ici à Séoul en Corée et je suis très, très contente d'être là et surtout très honorée de partager mon expérience avec vous. Donc j'espère que vous aurez plein de questions à me poser. Alors je vais vous dire au fond, je vais vous dire de quoi on part, puisque le Centre Pompidou a déjà à 40 ans, donc il a déjà une histoire. Et je vous dirai aussi de quoi on s'inspire en termes d'expérience, de sociologie de la culture aussi, pour pouvoir penser la relation au public de demain. Et on l'a dit ce matin, il y a de grandes questions qui se posent autour de cela. Et je ne sais pas si le Centre Pompidou a la solution, mais en tout cas, comme vous et comme le MNCA, on cherche des solutions. En tout cas, voilà, le Centre Pompidou au cœur de Paris. Donc on n'a pas de possibilité d'extension. On est en plein cœur du Marais et nous manquons de place. Donc je vous dirai un peu plus tard ce que nous faisons pour essayer de trouver des solutions. Mais le président de la République de l'époque, déjà en 1969, voulait passionnément que Paris possède un centre culturel. Et la particularité du Centre Pompidou, c'est que ça n'est pas qu'un musée, c'est effectivement un centre culturel. Peut-être cette plus grande maison de la culture dont on parlait ce matin, qu'a voulu André Malraux, qui soit à la fois un musée, mais aussi un lieu de création pour tous les arts plastiques, la musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle. Et donc, voilà, le point de départ du Centre Pompidou, c'est que nous sommes un lieu pluriculturel, pluridisciplinaire, ce qui nous invite à beaucoup de transversalité dans nos réflexions. Donc nous avons ouvert en 1977, nous recevons à peu près 3,5 millions de visiteurs par an. Les mots-clés qu'on utilise tout le temps dans notre quotidien, c'est bien évidemment la diffusion de la création artistique. C'est être aussi au cœur des réflexions de la société. Le Centre Pompidou a toujours voulu être en prise directe avec les problèmes de la société, parce que les artistes questionnent depuis tout temps, depuis tous les âges, et donc aujourd'hui encore, les questions que se pose la société en général. Nos principes d'éducation sont essentiellement basés sur l'action, sur le faire, sur la pratique, je reviendrai là-dessus évidemment tout à l'heure, et sur les questions d'inclusion sociale, c'est-à-dire comment faire que n'importe qui, quel que soit, comme on le disait ce matin, son capital culturel, économique, social, physique, géographique, puisse se sentir à l'aise au Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, c'est aussi un forum, c'est comme une place, c'est comme une agora qui a été pensée par les architectes pour être ouvert à tous, de manière libre et spontanée. C'est un instrument que l'on cherche à promouvoir comme un anti-monument, c'est-à-dire un lieu qui ne fasse pas peur, qui ne soit pas intimidant. Et c'est ce qu'ont voulu les artistes Piano et Rogers quand ils ont créé le Centre Pompidou. Et pour nous, bien notre challenge quotidien, permanent, c'est de faire que tout le monde puisse avoir accès à la culture, et évidemment en particulier les jeunes. Alors je vous ai pris quelques citations qui sont pour nous des points de référence sur lesquels on se pose. Les musées sont les plus grands laboratoires disponibles pour étudier la façon dont on peut éveiller l'intérêt et que ce problème est essentiel à notre désir de survivre en tant qu'être humain. Dillon Ripley, c'est un ornithologue, donc il n'a pas grand-chose à voir au départ avec la culture et les arts en particulier, mais cette question de l'éveil de l'intérêt
est pour moi au cœur du questionnement. Parce que quand vous voyez les deux images ici, à la fois nos files d'attente, qui sont à peu près ce qu'on vit au quotidien, et ces personnes sur ce qu'on appelle la piazza, qui est la grande place qui est devant le centre Pompidou, eh bien, il y a deux phénomènes. C'est que nous avons des queues immenses, des files d'attente immenses, très régulièrement, presque tous les jours, mais on a aussi, presque tous les jours, une foule qui s'installe sur la piazza, mais qui ne rentre jamais au centre Pompidou. Et ces gens-là, eh bien, sans doute ont-ils juste le plaisir d'être à côté du centre Pompidou, de presque le toucher, mais de ne pas rentrer dans le centre Pompidou. Donc pour moi, qui suis directrice des publics, la question c'est comment faire pour que ce public-là ose franchir le pas et l'entrée du centre Pompidou. Donc on part d'où l'on part? On part des années 70, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu après les événements de 68 en France qui ont consisté en une sorte de révolution estudiantine qui revendiquait de casser les codes avec, on va dire, les codes traditionnels de la culture de l'époque et en particulier de rompre avec le cloisonnement entre l'école et puis le monde culturel. Donc il y avait un nouvel état d'esprit qui émergeait en France à ce moment-là, qui était que l'art devait servir à avancer, devait servir à s'émanciper, devait servir à se libérer, devait servir à comprendre ce qui se passe autour de soi, à comprendre le monde, à comprendre les phénomènes de société. Et pour autant, toutes ces années durant, les muséographies, les scénographies, les installations muséales d'une manière générale n'ont que peu évolué. Et en matière d'éducation, au fond, les personnes qui, à l'époque, étaient déjà en charge des questions d'éducation dans les musées avaient une autre éducation eux-mêmes et considéraient encore beaucoup l'enfant, le jeune, comme un élève. Or, on l'a dit aussi ce matin, il ne faut pas que les musées ressemblent à l'école. Sinon, quel est l'intérêt d'aller dans un musée quand déjà on est obligé d'aller à l'école? Donc, la question de la rupture entre cet état d'esprit révolutionnaire, entre guillemets, et la manière dont les professionnels des musées de l'époque avançaient, il y avait déjà un hiatus, il y avait un schisme qui ne fonctionnait pas bien. Mais le Centre Pompidou a bénéficié d'une pionnière, Danielle Giraudy, qui était conservatrice, et j'insiste sur le terme parce que c'était important, et qui a été la première créatrice du musée des enfants à Marseille. Marseille est une ville au sud de la France, et qui a créé, dès l'origine du Centre Pompidou, l'atelier des enfants, avec un état d'esprit tout à fait particulier où il n'était pas question d'enseignement artistique, il n'était pas question d'apprentissage technique, il était simplement question d'expérimenter, de s'ouvrir à l'art, de sentir ses émotions, de sentir sa sensibilité, de s'exprimer, d'oser s'exprimer vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son groupe, dans une pédagogie plutôt ludique, plutôt spontanée, à l'intérieur de laquelle on pouvait infiltrer petit à petit des éléments plus académiques. Et donc, en France, voilà de quoi on part en matière d'éducation pour les jeunes dans les musées. Le Centre Pompidou a vraiment été pionnier en ce domaine-là, et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle il fait souvent référence, même si partout dans le monde, des choses magnifiques, et chez vous notamment, il se fait des choses tout à fait intéressantes. Mais on se doit, nous, Centre Pompidou, de rester un laboratoire et de continuer à réfléchir. Alors je ne sais pas si on le fait bien, mais on essaye en tout cas. Et puis, on participe et on joue notre rôle en tant que grande institution culturelle à ces plans d'éducation artistique et culturelle
voulu par le gouvernement, et ce, depuis, comme on l'a dit ce matin, depuis André Malraux, avec plus ou moins d'efficacité, et j'y reviendrai tout à l'heure. On n'est pas, je pense, complètement exemplaire en France sur ce domaine, parce que la distinction entre école, éducation nationale et monde culturel et monde muséal reste encore finalement peu communicant. Je vous ai mis la couverture du livre que donc Danielle Giraudy en 1977 a écrit pour vous montrer en quoi elle était novatrice, c'est-à-dire qu'elle imaginait un musée dans lequel se trouvent au milieu des œuvres d'art des ateliers pour les enfants et où tout le monde, adultes et enfants, pouvait imaginer de partager le même espace. Je crois que c'est encore une utopie parce que dans la plupart des musées, et je pense en avoir visité beaucoup dans le monde déjà, eh bien, on continue de séparer beaucoup les lieux dédiés à l'éducation artistique et le musée. Et peut-être qu'une des solutions serait enfin de rompre avec cette segmentation spatiale et d'inventer des lieux beaucoup plus poreux, beaucoup plus hybrides. Mais on n'y est pas encore. Alors, on a des phénomènes nouveaux, on l'a dit ce matin, et pourtant, on a aussi des constantes. C'est-à-dire que la plupart des études nous montrent, nous indiquent que les jeunes continuent de penser la plupart du temps que les musées sont des lieux élitistes, des lieux chers quand il s'agit de payer, des lieux exclusifs, des lieux pour les vieux. Et on parlait ce matin de Bourdieu. Alors évidemment, en France, on est né avec Bourdieu quasiment quand on travaille dans le monde de la culture. Ces questions qu'il évoque de différence de capital culturel, ces questions liées à la distinction par la culture et par le niveau social auquel on appartient restent vraies. En tout cas, en France, les clivages subsistent. Et aujourd'hui, on a un autre sociologue important qui s'appelle Bernard Lahire, qui vient d'écrire un livre important sur l'enfance de classe et qui montre et qui explique par une méthode assez proche de celle de Bourdieu en termes d'enquête que dès 5 ou 6 ans, les atouts et les handicaps sont très inégalement répartis en fonction des classes sociales. Chacun n'a pas le même capital lorsqu'il arrive sur le marché scolaire, parce qu'au fond, l'école est le premier grand marché social qui s'impose aux enfants. Et donc ça, c'est très important à avoir en tête et aussi à imaginer comment toujours et encore, il faut mieux collaborer avec le système éducatif pour pouvoir éviter justement que ces clivages sociaux soient si importants dès le plus jeune âge. Et puis, nous avons une psychologue, psychiatre, spécialiste, experte de l'enfance et de la famille, qui vient de rendre un rapport en France au ministère de la Culture très important, qui a été fortement remarqué. Cette femme s'appelle Sophie Marinopoulos et qui parle d'un sujet extrêmement important qui me touche particulièrement dans les prévisions ou les visions que je peux avoir pour le futur au Centre Pompidou dans ces questions culturelles. Elle parle de santé culturelle. C'est la santé de nos relations, de nos liens. Et donc la malnutrition culturelle est tout ce qui vient empêcher cette relation. Et donc cette question de la santé et de la malnutrition culturelle, je pense que ce sont deux mots extrêmement forts, deux expressions importantes qu'il faut garder en tête pour éviter justement les clivages dont on souffre en général. Alors, mon point de vue, c'est que tout se joue dès la prime enfance. Et effectivement, on travaille, je vais vous l'expliquer,
sur des tranches d'âge de plus en plus basses. On essaie de s'occuper des bébés, mais il semble qu'au fond, la grande question, c'est de savoir s'il ne faudrait pas éduquer les familles, c'est-à-dire éduquer les parents, parce que on ne peut pas imputer à l'école toute la responsabilité. Il faut aussi que les parents aient la capacité et la volonté de promouvoir ce goût, cet intérêt pour la culture dès le plus jeune âge, et c'est bien les parents qui sont en relation avec les enfants dès le plus jeune âge, l'école prenant le relais un peu plus tard. Donc comment les musées peuvent éventuellement participer à combler ce lien, ce trou peut-être entre l'éducation et l'institution culturelle, et comment aussi aider les parents à être à l'aise dans les musées et à être à l'aise en tant qu'éducateurs de leurs enfants à une vie culturelle riche. Donc, pour Sophie Marinopoulos, cette psychiatre, psychologue dont je vous parlais à l'instant, elle parle d'un véritable défi sanitaire qui, pour elle, contribuerait à améliorer, au fond, la société. Elle dit que quand on a la capacité d'être en bonne santé culturelle, eh bien, il y a des effets sur le sensible, sur l'esthétique, sur la capacité identificatoire, c'est-à-dire à reconnaître ce qui est de l'ordre du culturel, de ce qui est intéressant, c'est le mot simple de l'intérêt dont je parlais au début, qui est repris ici. Au fond, comment on suscite l'intérêt? Or, on sait aussi qu'on est dans une société où l'évolution du digital a produit un effet très négatif sur l'attention. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de Bernard Stiegler, par exemple, qui évoque le capital de l'attention, c'est-à-dire comment on retrouve pas seulement de l'intérêt, mais tout simplement une capacité à se concentrer et à avoir de l'attention aux choses, d'où ce qui était très intéressant ce matin quand on parlait du temps de ralentir le mouvement et de donner le temps à réfléchir, à comprendre et à regarder. Donc voilà ce qui est dit à travers cette question de la santé culturelle. C'est aussi une notion qui va bien, je dirais, avec les notions d'éveil, qui réhabilite au fond la culture universelle. Ça a aussi des avantages par rapport à ces questions de décloisonnement des cultures, décloisonnement des frontières, et cela dès le plus petit âge, dès cette humanisation des tout petits est extrêmement importante pour elle. Elle dit aussi que les expériences, ce n'est pas seulement d'avoir une fois une bonne expérience qui crée le souvenir et le réflexe de cette bonne expérience. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut de la répétition, c'est-à-dire qu'il faut renouveler cette expérience et pour pouvoir se souvenir et se rappeler qu'on a ressenti du plaisir avec ce type d'expérience. D'où le fait qu'elle parle du tout premier âge comme une volonté politique de faire attention aux bébés dès le départ dans toutes ces questions d'attention et de santé culturelle. Voilà, et derrière, elle a un projet quasiment politique, au fond, qui va dans le sens de la solidarité, de l'égalité, de la mixité sociale, de la lutte contre les discriminations, pour l'éducation populaire. Donc tous ces termes-là, que quand on est professionnel de musée, on utilise à l'envi parce qu'au fond, on souhaite que nos actions produisent ces effets, mais on ne peut pas non plus remplacer tous les défauts, je dirais, d'une politique générale. Et donc, c'est bien pour ça que ce rapport est particulièrement
important et qu'il semble marquer les esprits depuis sa sortie en France en tout cas, c'est parce qu'on se décide à agir dès la toute petite enfance, mais qui dit toute petite enfance dit parents. Alors, je me suis aussi, j'ai rencontré, j'ai travaillé avec des chercheuses qui ont également fait un travail important sur les adolescents et sur le fonctionnement en groupe des adolescents. Et je reviendrai là-dessus, puisque le Centre Pompidou a créé un lieu spécial pour les adolescents depuis une dizaine d'années. Et là aussi, il y a des choses importantes à retenir sur le fait que, comment dire, ce qui est indiqué dans les études et les recherches que ces deux chercheuses ont faites, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé avec des adolescents en situation de prise de parole dans des ateliers théâtre, des séances de chorégraphie, des séances de lecture à voix haute, des séances d'expression d'art plastique. Et que, évidemment, l'âge de l'adolescence est un âge souvent compliqué, où on est inhibé, où on est en train de regarder ce que font les autres sans pour autant vouloir complètement participer aux choses. On est dans un rapport aux adultes un peu difficile. Et donc, évidemment, ce sont des expériences assez délicates, mais qui peuvent produire aussi des choses très importantes à cette période charnière de la vie, lorsque on rentre en interaction avec eux. Et là, dans ces cas-là, on voit à quel point le rôle du médiateur, le rôle de l'enseignant, le rôle du responsable éducatif de l'institution, etc., tous ces acteurs sont importants pour mettre en action des qualités et des comportements qui vont être utiles pour ces adolescents face à leur expérience et leur épanouissement culturel. Donc là, elle parle de prise de conscience de la finalité d'une démarche. Sans doute, avez-vous eu l'expérience d'adolescents qui ne veulent jamais rien faire, qui ne veulent jamais participer, qui boudent, et l'important souvent pour eux, c'est de se dire mais à quoi ça sert, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Or, en fait, la question de la finalité, de comprendre la finalité et de comprendre ce qui va émerger en soi, permet ensuite d'agir et de participer à une activité. Donc il y a des processus aussi de symbolisation qui se font et une mise en sens de l'expérience vécue. Voilà les points. Évidemment, on pourrait en parler uniquement de tous ces aspects-là, mais je tenais à vous dire à quel point il est important, quand on est en action, de ne pas rester dans nos routines et de ne pas continuer perpétuellement à faire ce qu'on sait bien faire, mais aussi se mettre un peu en danger, se mettre aussi en éveil nous-mêmes de ce qui se passe, de ce que la recherche en sociologie, en sciences neurologiques, en sciences cognitives nous apporte pour pouvoir nous-mêmes, en tant que spécialistes de l'éducation artistique, avancer et évoluer et aussi discuter différemment avec les architectes, avec les scénographes qui peuvent éventuellement nous aider à adapter les lieux. Je pense que c'est un point extrêmement important dans notre processus de changement. Je voulais juste rappeler, en jouant sur l'étymologie des mots qu'on utilise tout le temps dans nos métiers, qu'au fond, on est à la croisée de toutes ces dimensions-là et que c'est peut-être ce qui fait tout l'intérêt de notre métier, mais aussi la difficulté. C'est à la fois qu'on est partagé entre la pédagogie qui, en grec, veut dire conduire les enfants, mener les enfants, l'éducation, qui dans sa version latine dit faire sortir de soi, développer, épanouir, et puis la médiation, qui, elle,
propose une forme d'entremise. Et au fond, dans nos métiers, on fait un petit peu tout ça. On est un peu des pédagogues, on est un peu des éducateurs et on est aussi des médiateurs, des passeurs, des transmetteurs. Alors dans tout ça, le Centre Pompidou, qu'est-ce qu'il fait ? Alors j'ai pris 2 citations de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, évidemment, c'est notre père spirituel. Donc, qui dit « Un mauvais art est quand même de l'art, tout comme une mauvaise émotion est quand même une émotion. » Tout ceci pour dire que, je l'ai dit en préalable, ce qui compte, ça n'est pas de transmettre de la théorie de l'histoire de l'art, ni de fabriquer de futurs artistes, mais de faire sentir que quand on a une émotion, quand on l'éprouve et quand elle vous fait vibrer, déjà, c'est très très bien et on peut commencer à envisager de travailler, d'aller plus loin. Et puis il a dit aussi une chose importante, c'est que qu'est-ce qu'un artiste ? C'est aussi bien le fabricant de meubles comme Boulle qui est un grand ébéniste classique, que le monsieur qui possède un Boulle. Car le Boulle est aussi fait de l'admiration qu'on lui porte. Voilà. C'est important de se dire que, au fond, les objets d'art, si on les admire, c'est déjà très bien. On n'est pas obligé d'être artiste pour avoir du plaisir à être confronté à l'art, à être proche de l'art et dans une sensibilité avec l'art. Alors, très rapidement, et après je vais vous montrer des images pour être plus concrète. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement ne pas fabriquer des artistes. On cherche absolument à faire de l'exploration sensorielle avant tout. Et on apprend des choses sur les mouvements artistiques après, au fil de l'eau. Mais ça n'est jamais un préalable dans nos manières de travailler. On encourage l'enfant à développer ses propres perceptions et à les exprimer. Donc là, on se rapproche fortement de l'expérience qui a été montrée ce matin, où effectivement, il faut de la participation et inciter les enfants à s'exprimer et à évoquer ce qu'ils perçoivent. On essaie de ne pas impressionner par les œuvres d'art. C'est la raison pour laquelle on commence toujours nos activités par de la pratique en atelier et ensuite on va visiter le musée et voir les œuvres. On essaie de ne pas créer de l'intimidation ni l'envie de copier face aux œuvres d'art. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne crée pas de lien avec les œuvres d'art, bien évidemment, mais il y a un processus premier qui est d'abord d'apprendre à s'exprimer soi-même. On travaille sur l'objet, c'est-à-dire que là, on se pose un peu sur les références du dadaïsme ou des nouveaux réalistes, avec des liens avec l'expérience personnelle et quotidienne. Faire toujours un pont, une passerelle avec ce qu'on a l'habitude de côtoyer et de fréquenter au quotidien et de voir ensuite quel fil on peut tendre pour créer. Et c'est comme ça qu'on va beaucoup jouer, nous, sur le détournement de l'objet. C'est-à-dire que quand on regarde un objet, quand on apprend à le décrire, on apprend aussi à le détourner, le camoufler, le maquiller, le transformer. Et donc là, on rentre déjà dans un processus de création. Et donc, chacun après développe son itinéraire. Et puis, autant que faire se peut, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'implication des enfants. On évite de plus en plus à faire des ateliers pour les parents et des ateliers pour les enfants. On mélange tout le monde et on crée ainsi des interactions parents-enfants où les parents eux-mêmes arrêtent de se comporter uniquement comme des porte-manteaux et à regarder leur téléphone en attendant que leurs enfants aient terminé de faire un atelier, mais au contraire de les obliger à participer et à jouer et passer du temps avec leurs enfants. Alors, l'atelier des enfants, chez nous, il est malheureusement le contraire de ce que j'exprimais dès le départ, c'est-à-dire que ce sont des lieux isolés du reste du centre, mais on travaille à faire... Et ensuite,
eh bien, il s'empare du lieu et le réinvente complètement. La galerie des enfants, c'est un espace d'exposition qui est complètement dédié aux enfants, qui, comme vous le voyez là dans l'image du haut, se trouve juste en mezzanine du forum, c'est-à-dire du hall central du Centre Pompidou. Donc tout le monde voit la galerie des enfants dès qu'on entre dans le Centre Pompidou. Et là aussi, c'est une invitation à un artiste qui est soit un artiste émergent, soit un artiste qui est déjà présent dans les collections du musée du Centre Pompidou et qui va comme ça nous permettre de dialoguer avec le musée également. Et donc là, nous avons 2 expositions par an, chacune durant 4 à 5 mois, et donc un temps de rupture, de montage et de démontage, et où là sont invités parents et enfants à entrer dans un projet artistique, esthétique, qui à chaque fois est différent. Vous voyez, ici, on a eu une exposition sur les châteaux de sable, où on a invité le champion du monde des châteaux de sable et qui a ainsi proposé, sur la base de matériel mis à disposition des enfants, la possibilité de faire des châteaux de sable. Vous avez en bas, en bas ici, c'est Claude Kloski, qui est un des artistes connus et qui est également présent dans les collections du centre, qui a fait un projet plutôt digital sur la façon de créer des formes et de voir comment elles se transforment de manière numérique. Et en ce moment, juste depuis une semaine, nous venons d'ouvrir cette exposition de Françoise Petrovitch, qui est une artiste plastique qui fait beaucoup de peintures et de dessins faussement enfantins, parce que les thématiques sont parfois un peu lourdes, mais et où là les enfants sont invités à réinventer un univers à partir de ces formes. Voilà quelques exemples où vous voyez qu'il y a à la fois beaucoup de fréquentation, mais surtout un changement perpétuel d'allure. On a l'impression à chaque fois qu'on réinvente le lieu, qu'on réinvente l'espace, et c'est vraiment notre volonté que de faire qu'au fond l'espace, le lieu s'atténue, disparaisse au profit de l'événement et de la carte blanche donnée à l'artiste. Alors certes, on a des lieux dédiés encore, mais on essaie de les faire disparaître sous le projet artistique. Le studio 1316, c'est donc le lieu qui est dédié aux adolescents. Donc les ados, ils vont librement dans ce lieu, c'est totalement ouvert, gratuit, les mercredis, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Vous voyez, là pareil, c'est une boîte blanche, un white cube, mais dont toute la spécificité technique a été créée au plafond. C'est-à-dire qu'on a un grill technique qui nous permet de suspendre, d'accrocher les éclairages, etc., et de faire là aussi des transformations perpétuelles sur ce lieu. Et ici, ce que vous voyez là, ce mobilier rose, c'est un mobilier d'accueil. C'est-à-dire que dans ces caissons roses, là, par exemple, il y a des kits pour customiser son t-shirt, pour dessiner, pour faire un patron, pour couper un vêtement, etc., de manière libre. Et ça permet aux adolescents en général de se familiariser au lieu avant de rentrer dans l'activité et le projet de l'artiste qu'on a invité. De manière à ce que, pas à pas, il y aille, il se familiarise, il se tranquillise par rapport à la proposition et en général, ensuite,
ils rentrent dans l'activité. Et vous voyez là, par exemple, que quand ça commence à marcher, ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est un DJ set de jeunes adolescents qui font de la musique et qui ont, à la fin d'un processus de création musicale, ont donné un concert. Et donc là, vous avez régulièrement des concerts complètement dédiés aux jeunes, aux ados. Et vous voyez aussi sur les murs, là, que tout l'espace a été complètement changé, transformé à la faveur du projet artistique qui était proposé. Là, voilà encore une autre manière d'habiter ce lieu. Donc l'année prochaine, on va fêter nos 10 ans du studio 1316 et on imagine de donner encore plus de place à la fois aux artistes, mais aujourd'hui, en fait, on fait une invitation à l'artiste et le jeune, eh bien, accepte ou non cette proposition. Là, dans la perspective des 10 ans, on va changer notre stratégie et faire en sorte que l'artiste et les adolescents envisagent le projet ensemble et le mettent en œuvre ensemble. Et donc là, on est vraiment dans une rupture du processus habituel pour faire qu'il y ait une véritable co-conception entre le projet qui est voulu par nous, Centre Pompidou, et notre public. Là, vous voyez, c'est un atelier qui a consisté à customiser des vêtements et à refaire des vêtements parce qu'on essaie de jouer sur les pratiques que les jeunes aiment, c'est-à-dire effectivement la mode, le stylisme, la musique, le digital. On essaie évidemment de trouver des thématiques qui sont particulièrement attractives pour eux. Et puis là, vous voyez, on avait une battle de skateboard dans ce lieu qui est donc modulable à l'envie et qui nous permet vraiment de faire énormément de choses. On a également un Fab Lab, donc, ce qui s'appelle La Fabrique, qui a été conçu également pour permettre à nos visiteurs jeunes, mais aussi adultes, de venir fabriquer eux-mêmes des objets, donc avec le matériel mis à disposition, des imprimantes 3D, de la photo, tout le matériel habituel que l'on trouve dans les Fab Labs, de manière à ce que cette pratique du faire soi-même soit aussi valorisée. Alors, excusez-moi pour cette photo qui se balade toute seule, mais c'est un des produits réalisés dans le Fab Lab. C'est le type d'activité. Et là aussi, le Fab Lab, il est animé par des spécialistes des Fab Labs et avec des médiateurs qui sont également spécialistes pour pouvoir à la fois aider à utiliser les machines et aussi rentrer dans cette logique de la fabrication personnelle d'objets. Et puis, je vous l'ai dit, on est dans le centre du Marais à Paris, c'est-à-dire un quartier extrêmement dense. On n'a plus de possibilité de s'étendre et on est serré au Centre Pompidou. Je rappelle au passage que nous avons 120 000 œuvres dans nos collections et que nous ne pouvons en présenter que 2000 à peu près. Donc, on prête beaucoup. On fait circuler beaucoup nos œuvres, on organise dans le monde beaucoup d'expositions, mais on manque de place. Et nous, pareil, sur la question des jeunes, on manque de place, donc on va dehors. Et donc, on a créé un manège qui s'appelle Saul et les Houpies. Saul, c'est un arbre qui a sauvé de la noyade un jeune garçon qui s'appelait Houp, et qui, de ce fait, se retrouve totalement reconnaissant envers la nature.
et donc a décidé de faire hommage à la nature. Et donc ce manège, qui a été créé par une designer que vous connaissez peut-être, qui est ici, qui s'appelle Nathalie Crasset, a créé tout ce dispositif, et le voilà quand il est complètement déployé. Sinon, il entre dans cette camionnette, ce qui nous permet de déplacer en permanence ce manège, et donc de faire en sorte qu'il y ait une comédie musicale qui soit organisée dans ce manège avec les enfants, avec des professeurs avec qui on est en partenariat, ou avec des familles. Et donc, on se balade de ville en ville pour présenter non seulement ce que c'est que le design, faire une comédie musicale à partir d'un conte. Donc c'est aussi apprendre à raconter une histoire. On apprend aussi aux jeunes à se déguiser, c'est-à-dire qu'ils ont des costumes qu'ils ont créés avant de rentrer dans leur comédie musicale. Donc là, on leur apprend aussi à faire du découpage, des patrons, etc. Autre sujet, autre manière de faire se conjoindre les parents et les enfants, eh bien, on a des programmes de yoga dans le forum du Centre Pompidou qu'on appelle Art Detox. Et ça, c'est un programme qui dure toute la matinée. Donc, on commence le matin par faire du yoga avec un prof de yoga. Ensuite, il y a un petit intermède avec, par exemple, un grand cuisinier pour prendre un petit déjeuner et apprécier les goûts, les textures, et donc faire un travail aussi sur c'est ce sens-là qui est peut-être moins souvent mobilisé dans les musées. Et puis tout ça se termine par une joyeuse conférence dans les collections, en lien avec la thématique des postures de yoga et de la nourriture qui a été proposée. Donc tout ça a un fil rouge, un fil thématique, et à la fin, ça se termine donc par une conférence peut-être un petit peu plus classique, mais qui reste nourrie de toute cette expérience préalable. Et puis, on travaille maintenant avec les bébés. Et donc, voilà, on a inventé la Cozy Baby, c'est-à-dire qu'on a fait travailler une designeuse, là encore, pour nous inventer du mobilier qui nous permet de faire interagir les tout-petits avec leurs parents, bien évidemment. Et nous avons créé récemment un lieu, non pas à Paris, mais en région, dans le centre de la France, un lieu qui s'appelle Mille Formes, et qui est un lieu dédié à la toute petite enfance, et qui innove sur ce type d'activité que, bien sûr, on transporte aussi à Paris également, avec des séances de la Cozy Baby. Et puis enfin, les soirées sonores, parce qu'il n'y a pas que les bébés, il y a aussi les jeunes qui aiment sortir, qui aiment danser, qui aiment se retrouver. Et donc, 4-5 fois par an, on fait la fête au Centre Pompidou avec concerts, et puis dans les collections, eh bien, des conversations, des lectures, des petites performances, danser ou chanter, tout dépend de la thématique, pour pouvoir profiter du centre qui est complètement dédié à cette activité dans ces cas-là. Et donc là aussi, c'est une ambiance très festive. Autant que faire se peut, on essaie de faire que le Centre Pompidou soit reconnu et repéré comme un lieu où on vient se faire plaisir et faire la fête. Et puis, peut-être plus classiquement, on a complètement abandonné les audioguides. On a fait une application qu'on a aussi abandonnée. Pourquoi ? Parce que
on trouve que les podcasts qui s'amplifient un peu partout dans le monde sont plus agréables pour présenter les œuvres, puisqu'on fait appel à des artistes qui ont plutôt une expérience radiophonique dans une ambiance sonore particulière, et qui nous permet aussi de faire des incrustations, par exemple de voix d'artistes, de petits clips sonores qui mettent en ambiance le thème qu'on veut aborder, et qui aujourd'hui remplacent donc ces appareils d'aide à la visite et qui marchent très bien. Donc on les a lancés cette année. Là, par exemple, vous avez une installation d'un artiste qui, sous ces rochers qui sont moelleux, eh bien, quand vous vous allongez dessus ou quand vous vous adossez dessus, vous entendez les émissions de podcast qu'on a imaginées. Ce qui veut dire que non seulement vous pouvez avoir vos écouteurs sur les oreilles quand vous visitez le centre Pompidou et les collections, mais vous pouvez aussi transporter cette installation ailleurs, dans une gare, dans un hôpital, dans une école, peu importe les endroits où on va, parce qu'on va dans tous ces endroits-là, et en ce moment-là, on a cette bulle un peu de tranquillité, un peu zen, pour écouter une émission radiophonique sur un mouvement artistique et sur les collections du centre. Et puis on a aussi créé une web-série pour les tout petits, qui est que vous pouvez trouver sur le site du Centre Pompidou, et qui sont des petites émissions de 10 minutes, là aussi sur des mouvements artistiques, qui sont dédiés aux enfants, mais qui peuvent aussi être utilisés en classe par les professeurs s'ils veulent utiliser nos programmes pour introduire justement de l'éducation artistique et culturelle dans leur discipline. Et donc ça, c'est également, je crois qu'on a 150 émissions aujourd'hui qui marchent très bien sur un design très, très coloré, très dynamique, et qui convient très bien à cet univers aussi de la transposition d'une offre en classe ou ça peut être aussi à l'hôpital, chez les enfants malades par exemple. Enfin, on peut évidemment avec ce type de dispositif se déplacer un petit peu partout. On a également fait une exposition sur la base de ce concept Mon œil, et on envisage de faire des pop-up stores à partir de Mon œil. Donc la question, là, vous voyez bien, c'est de comment si les gens ne viennent pas chez nous pour plein de raisons, celles dont on a parlé ce matin et que j'ai un peu évoquées moi-même aujourd'hui, c'est nous qui allons vers le public. Et de plus en plus, on est dans cette interaction dedans, dehors, et ça marche vraiment très bien. Là, vous voyez que le studio 13-16 pour les adolescents dont je vous ai parlé, eh bien, il a sa version hors les murs également. On se transpose dans les centres commerciaux, partout où on nous invite en fait. Et puis on fait aussi beaucoup d'événements de type parade, fêtes autour du quartier ou à l'extérieur quand on est dans un projet sur le territoire en France, avec justement ce côté plutôt festif. Mais quand je vous montre ça, c'est pas seulement la parade, c'est qu'en général, toujours ça a été précédé d'ateliers avec un artiste pour fabriquer les costumes. Ça n'est jamais une invitation simple, c'est toujours un processus en fait qui remonte à la fabrication avec l'artiste et du public. Ce que je vous montre là, en fait, c'est le résultat. Même si à la base, la proposition, les formes, etc., sont
proposés par des artistes qui, eux, ont leur nom et leur reconnaissance propre. Voilà. Alors, nos réflexions pour l'avenir, c'est qu'au fond, et je trouve que ce qu'on a dit depuis ce matin est intéressant, c'est que nos métiers ont besoin de plus en plus de se fonder sur la recherche. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on s'associe davantage avec les universités. Et c'est ce qu'au Centre Pompidou, on essaie de faire, d'avoir des partenariats avec les labos sur les questions effectivement de médiation, de transmission, les nouvelles technologies, les sciences cognitives, etc. C'est rendre aussi beaucoup plus poreux les segments de public et faire qu'il y ait beaucoup plus de transversalité entre les publics, entre les âges, entre les centres d'intérêt. C'est aussi transposer cette porosité dans l'organisation. Aujourd'hui, mon équipe est de plus en plus organisée en mode projet, c'est-à-dire que un tel peut être chef de projet un jour et membre d'une équipe projet un autre jour, pas forcément toujours dans un système hiérarchique, de manière aussi à ce que cette question de la transversalité et de la pluridisciplinarité ait un sens, y compris dans l'organisation. C'est plus d'hybridité aussi dans les espaces et on fait de plus en plus appel à des architectes ou des scénographes qui ont ce sens de la porosité. Évidemment, plus de thématiques sociétales parce qu'on voit qu'au fond, les artistes sont des bons transmetteurs de ces problématiques-là. Et puis s'ouvrir peut-être davantage, non peut-être pas au bénévolat, parce qu'en France, c'est un peu problématique cette question-là du point de vue du Code du travail, mais en tout cas de stimuler davantage le mentorat, c'est-à-dire faire appel aux gens expérimentés, plus âgés, pour être les mentors de jeunes gens qui démarrent dans la vie et qui ont besoin d'être entraînés, guidés pour justement apprécier ou développer leur intérêt. Voilà. Et un des sujets qui me préoccupe, et là je vous en donne un peu la primeur, c'est comment faire que toute cette inclusion sociale prenne forme. Et on est en train de réfléchir actuellement à un concept, le concept de la tablée, parce qu'au fond, quand on est à table, eh ben, voilà, on peut être à table avec des amis, on peut être à table avec des étrangers, on peut être à table avec tout un tas de personnes, mais le repas, c'est vraiment le lieu et le moment où on est le plus en partage. Et au fond, il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà imaginé ces questions-là et on est en train d'imaginer, d'essayer d'inventer un concept là qui serait une grande table modulable qu'on utiliserait dans le Centre Pompidou mais qu'on pourrait utiliser ailleurs pour pouvoir stimuler des rencontres, des moments artistiques et intellectuels partout où c'est possible et où on peut nous accueillir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.